Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue à notre émission Ma'al Muhajir. Aujourd'hui, nous recevons un juriste expert en propriété industrielle qui va d'abord nous donner son regard et son analyse sur l'économie marocaine actuelle. Et nous l'interrogerons sur son expérience dans la défense des MRE victimes de la spoliation. C'est Mohamed Mahdi Selmouni Zarhouni, marhaban bik. Merci de m'avoir invité. C'est Selmouni Zarhouni, vous avez exercé en France et vous exercez en ce moment au Maroc. Donc, vu votre expérience et vos suivis des investisseurs et des porteurs des projets, que ce soit marocains ou étrangers, pourriez-vous nous donner brièvement votre regard sur l'économie marocaine? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à nos compatriotes marocains à l'étranger. Effectivement, après mon passage en France, mon séjour en France, où j'ai travaillé, et après mon retour au Maroc, où je suis installé, effectivement, j'ai un regard, si vous voulez, qui englobe les deux côtés de la Méditerranée, l'Europe et le Maroc. Effectivement, je tiens à dire que avec feu Mohamed V, nous avons rêvé d'un Maroc indépendant. Avec feu Hassan II, nous avons dessiné le contour du Maroc moderne. Et avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous construisons et nous bâtissons le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Depuis 20 ans de règne, beaucoup de réalisations ont été faites. Je dirais même de grandes réalisations. Je cite quelques exemples à l'attention de nos compatriotes qui ne vivent pas au Maroc et qui ne sont pas au courant des faits, ce qui se passe au Maroc. Par exemple, sur le plan sportif, ça intéresse tout le monde. Nous avons une loi sur l'éducation physique et le sport, une loi cadre très importante. Elle a permis la création des sociétés sportives. Elle a permis la création des complexes sportifs, à tel point que le Maroc présente sa candidature pour recevoir la Coupe du monde du foot. Donc, pour déjà réclamer l'organisation d'un tel événement, il faut avoir des infrastructures très importantes. Donc, sur ce plan, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous avons sur le plan, ce qu'on appelle le plan Maroc vert, qui est piloté par le ministère de l'Agriculture. Ce plan vert a permis à l'agriculture de devenir une agriculture dynamique, variée. Nous avons, à travers ce plan vert, initié et créé plusieurs coopératives agricoles pour rassembler les paysans, pour rassembler les femmes, pour les encadrer. Et ceci est très important. Nous avons le ministère, ce plan vert, a également encadré la production des produits agricoles au Maroc. Et il a aussi favorisé l'exportation de nos produits vers l'étranger. Ceci est très important. Troisième volet, l'industrie. Et ça, c'est très important comme secteur. L'industrie marocaine, maintenant, elle est diversifiée, variée. Nous avons le secteur de l'automobile. Le Maroc est devenu exportateur de voitures, très important. Nous avons des
dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, qui est aussi un secteur très important, où nous avons des chercheurs, nous avons des pharmaciens qui y travaillent et nous avons une main-d'œuvre spécialisée. Parce qu'avec les médicaments, on ne peut pas s'amuser, n'importe qui ne peut pas fabriquer des médicaments pour l'être humain ou l'être animal. Ça aussi, c'est très important de faire cette distinction. Nous avons l'industrie chimique. Nous avons l'industrie cosmétique. Et ça, nous sommes pratiquement leaders au niveau africain. Et nous avons, bien entendu, les phosphates, qui placent le Maroc parmi les premiers pays producteurs, exportateurs de phosphates. Nous avons le commerce. Nos amis marocains, nos compatriotes, quand ils vont rentrer au Maroc, ils vont constater la modernisation du commerce intérieur. C'est-à-dire, nous avons maintenant des commerces modernes de proximité, des petits supermarchés, comme nous avons des grandes structures. Sisselmouni, vous voulez dire que l'économie marocaine se porte bien et que son état de santé est bon et que le Maroc facilite l'investissement? Et qu'en est-il des aides et des facilités du ministère de l'Industrie aux investisseurs? L'investissement au Maroc, effectivement, par exemple, soit vous avez l'investissement direct. Le Marocain peut venir investir. Ça veut dire quoi investir? Est-ce que acheter une voiture, c'est un investissement? Acheter un appartement, c'est un investissement? Créer une entreprise est un investissement. Mais quoi investir? Dans quel secteur investir? C'est ça la question. Quels sont les besoins du Maroc en investissement? En produits, en services. Le ministère de l'Industrie, dernièrement, a créé une banque de projets pour aider les Marocains à investir. Ça veut dire quoi cette banque? Il a rassemblé un certain nombre de projets qu'il a étudiés, qui sont fiables, qui désignent le secteur industriel, où il y a un manque, où dans ce secteur, jusqu'à maintenant, le Maroc importait les produits. Eh bien, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que ce projet-là, initié par le ministère, étudié par le ministère, l'investisseur, est encadré par les hauts fonctionnaires du ministère. Donc, l'investisseur, il n'a qu'à apporter l'argent pour aller réaliser son investissement. C'est une excellente idée. Deuxième chose, l'investissement au Maroc par rapport à la communauté marocaine à l'étranger, qui va investir parmi ces Marocains de l'étranger au Maroc? Les gens qui ont les moyens. Oui. Un ouvrier marocain à l'étranger, à la rigueur, il va acheter un appartement. Ça s'arrête là. Il va acheter une voiture. Mais il ne va pas construire un hôtel. Il ne va pas construire une usine. Et là, l'investissement des Marocains de l'étranger au Maroc s'adresse aux gens, aux Marocains qui ont les moyens. Ils sont nombreux. Des fois, ils hésitent à y rentrer au Maroc parce qu'il y a des difficultés. D'où le projet du ministère de créer cette banque de projets. Donc, le ministère facilite l'investissement pour ces Marocains, pour les Marocains de l'étranger, comme pour les Marocains du Maroc. En plus de ces facilités, je pense qu'il y a d'autres facteurs. L'investissement au Maroc est dicté par plusieurs facteurs. Nous avons d'abord l'exemple des étrangers qui viennent investir au Maroc. Pourquoi ils viennent investir au Maroc, mais pas ailleurs?
Eh bien, parce que nous avons la stabilité politique qui est très importante. Nous avons un pouvoir d'achat. Maintenant, au Maroc, les gens peuvent accéder à des produits et à des services. Nous avons des opportunités. Le Maroc offre des opportunités d'investissement. Alors, nous avons le terrestre, l'agriculture, en fait, tout ce que vous voulez, et nous avons le maritime. Sissi Lemoni, on va revenir sur cette croissance et sur ce rythme de l'économie marocaine, sur ce climat favorisant l'investissement et favorisant entre autres l'émergence des écosystèmes industriels et qui a d'ailleurs porté ses fruits autour de secteurs forts comme l'aéronautique et l'automobile. Sissi Lemoni, j'ai un intervenant qui souhaite vous adresser une question. Et l'intervenant, c'est Najib El-Helou, c'est l'auteur de pas mal de livres et qui souhaite les commercialiser au Maroc. Si Najib, on vous écoute. Bonjour, je suis Najib El-Helou, je suis à l'Institut du monde arabe à Paris. J'ai un cabinet de ressources humaines, management et coaching, et j'écris des livres sur le Maroc. Et je voudrais poser des questions auprès de M. Cézagoni. Je voudrais poser la première question, quelles sont les démarches pour que mes livres soient sur le marché au Maroc? Et comment faire de manière à ce que ne pas faire appel à des diffuseurs? Je voudrais faire la distribution sans diffuseur au Maroc. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que je sais qu'il y a une attente particulière auprès de la population arabophone. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des aides, des subventions auprès du ministère de la Culture ou auprès d'autres organismes qui permettent d'avoir la traduction en arabe des livres? Comme il a dit le monsieur, Voilà. Il a un ouvrage, un livre qu'il a rédigé en français. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il est l'auteur d'un livre en France, d'un ou de plusieurs livres. Il veut les publier au Maroc et les commercialiser au Maroc et les traduire. D'accord? Alors, au niveau de la protection, là, nous sommes dans le domaine des droits d'auteur. Et les droits d'auteur protègent cet auteur marocain en France dès la publication de son œuvre, de son livre, de son ouvrage. Donc, automatiquement, cet ouvrage, sans aucune autre formalité, est protégé au Maroc. Maintenant, au niveau des aides, là, je pense qu'il faut s'adresser au ministère de la Culture. Si l'ouvrage présente un intérêt national, d'accord, il se peut que le ministère de la Santé ou de la Culture ou de l'Industrie va lui accorder une subvention. S'il présente un intérêt personnel, il raconte son histoire. Mm-hmm. Là, oui, ce sont les intellectuels qui vont l'acheter. Alors, c'est à lui d'investir, d'aller voir un imprimeur, d'aller voir un traducteur pour le publier. Donc, si l'ouvrage présente un intérêt national, un intérêt scientifique, technique, effectivement, il y a des ministères, il y a des aides, il y a des subventions, mais s'il raconte son histoire ou son vécu, ça, peut-être, ça présente un intérêt pour lui, mais ce n'est pas un intérêt national pour le Maroc, et dans ce cas, ça m'étonne qu'il va trouver des aides pour sa publication. Effectivement, c'est Najib, comme un grand nombre des MRE, malheureusement, ne trouvent pas facilement des réponses à leurs interrogations. Sissi Lemoni, je pense que vous avez suivi notre dernière émission avec le professeur Saïd Abdelhakim, ce MRE qui a vu le terrain familial à stade spolié par la mafia de l'Aqar, la mafia immobilière comme il l'a qualifié.
C'est Slamouni, de quoi conseillez-vous ces MRE qui veulent investir au Maroc et où peuvent-ils trouver des informations? Le monsieur qui vient de parler de son cas à Stade est révélateur du malaise qui règne dans la communauté marocaine à l'étranger. Alors, il y a plusieurs volets dans ce qu'il a dit. Sur le plan judiciaire, moi, je m'interdis de commenter un jugement parce que c'est interdit par la loi. Première chose. Deuxième chose, je tiens à le féliciter. Il a obtenu un jugement favorable. Très bien. Donc, de quoi il a à se plaindre? Oui, mais il se plaint que la procédure lui a coûté cher. Alors, je dis à notre ami, au Maroc comme à l'étranger, nous avons deux choses qui coûtent cher. Nous avons la santé, les hôpitaux, ça coûte cher si on n'a pas les assurances. Et nous avons la justice qui coûte cher. Ce n'est pas la justice en elle-même. La justice, elle est gratuite au Maroc. Mais ce sont les conseils. Et c'est là où, lui, il met le doigt sur le budget qu'il a réservé à cette affaire. Effectivement, il est à l'étranger. Pour venir au Maroc, ce voyage, ce déplacement, elle a un coût. Les reports des audiences ont un coût pour lui, mais pas pour la partie résidente au Maroc. Mais là, c'est un problème de procédure au Maroc. C'est un problème technique. C'est quoi? C'est que, vous savez, le juge, il est chez lui, au tribunal. Ce sont les parties qui viennent vers lui avec un dossier. Donc, il juge. Il est lié par la loi marocaine, par la procédure et par les conventions internationales. Bon. Il y a le droit de la défense. Il ne peut pas refuser à une partie le report de l'audience. Il ne peut pas ne pas prendre en considération un certificat médical. C'est comme ça, c'est la loi, partout, même en France. Mais il y a un problème d'organisation au niveau de la procédure. Et je pense que ça va être réglé dans quelques années. Il faut qu'on arrive, que les avocats, les parties, arrivent avec le juge à se mettre d'accord sur un calendrier. Dire au bout de 2 ou 3 reports, à la 5e report, ça y est, c'est fini. Comme ça, les parties, notamment la partie marocaine résidente à l'étranger, elle sait très bien qu'elle va avoir 3 ou 4 voyages au Maroc, mais le 5e voyage, c'est fini. Donc, son avocat va plaider et le juge va mettre l'affaire en délibéré et cette partie va avoir un jugement à telle date bien déterminé. Donc, c'est un problème technique, ce n'est pas un problème de justice, ce n'est pas un problème de magistrat, c'est pas un problème, c'est un problème d'organisation, c'est un problème que justement les Marocains de l'étranger peuvent suggérer ça au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Justice. Il y a des gens là-bas qui sont très compétents, qui sont attentifs, ils sont à l'écoute et qui vont essayer de trouver une solution technique à ce genre de problème. Là, la justice, elle a bien fonctionné. Le monsieur, il a eu gain de cause. Ses adversaires sont en prison. Oui, mais il y a un problème de ce déplacement. Oui, mais alors lui, il est venu par avion. S'il était par exemple en Espagne, pas de problème, il traverse.
Le Détroit, il est au Maroc, mais il est en France. Il prend l'avion et il loue une voiture. Ceci a un coût. Effectivement, parce que ce monsieur, il a un certain confort. Voilà. Ouais, Il se permet de venir, mais combien de Marocains qui sont à l'étranger qui n'ont pas la possibilité de venir? Oui, c'est Slimani. Mais est-ce que ça va continuer comme ça? Certes, lui, il a un certain confort, mais comme vous dites, mais il faut penser aux personnes fragiles, aux éméreux, entre parenthèses, modestes. Il faut que la procédure change. Il faut que les avocats admettent le changement. Il faut que les partis admettent cette mutation. Mais du moment où les gens, pour le moment, les choses, ça se passe de cette façon, le juge, ce n'est pas de sa faute. Le juge, il est là, il juge. Vous êtes prêts pour plaider? Oui. Vous n'êtes pas prêts? Bon, on reporte. Et chacun invoque. Il y a son client est malade, son client est ceci. Mais le juge ne veut pas aller vérifier au café à côté si effectivement la personne qui a produit un certificat médical est effectivement à la maison ou au café. Ça, ce n'est pas son problème. Ça, c'est pas lui. Il a un certificat. C'est à notre ami de France de déposer plainte pour faux certificat médical. Et c'est là qu'on va rentrer encore une autre fois dans les méandres et le labyrinthe de la justice. Si vous voulez, le problème, il existe en France, il existe partout. Regardez les affaires de Bernard Tapie en France. Ça a duré. Regardez l'affaire de Big Malian, le président Sarkozy. Ça a duré. Ça a été reporté. Mais ça, ce sont les procédures. Mais on peut améliorer les choses du moment où nous avons 5 millions de Marocains à l'étranger qui ont énormément de problèmes au Maroc. On peut, à la rigueur, ajouter un article dans le code de procédure civile ou pénale pour définir le nombre d'audiences avant les plaidoiries, avant le jugement. Les gens, ils vont savoir qu'il y a 3 reports, 4 reports. C'est-à-dire, en 3 mois, 4 mois, j'ai un jugement. Oui, ajouter un article, c'est aussi une des solutions qui pourrait être envisagée, comme on pourrait aussi envisager la création d'un observatoire de la spoliation immobilière pour protéger les éméreux de cette mafia et des malfaiteurs. Là, on met l'accent en ce moment sur l'immobilier au Maroc. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. On ne parlait pas de la mafia de l'immobilier. On ne parlait pas de la mafia de l'immobilier il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Bon, la terre, l'immobilier, la terre, est devenu un enjeu économique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un produit renouvelable. Vous avez un hectare, vous construisez un hectare, c'est fini. On ne va pas le renouveler. Vous avez un arbre qui produit des tomates, qui produit des oranges. Vous avez la récolte de cette année et la récolte de l'année prochaine. Donc, c'est un produit renouvelable. La terre n'est pas renouvelable. De ce fait, avec l'augmentation de la population, avec la spéculation, est devenu un enjeu économique. Et il y a des personnes spécialisées dans l'immobilier parce qu'il y a des promoteurs qui cherchent les belles parcelles pour la construction de logements de luxe ou de logements économiques. Le même problème existait en France au niveau de la Côte d'Azur et en Corse. Il y a une mafia corse de l'immobilier. La même mafia existait en Espagne, existait en Italie.
Donc maintenant, nous commençons à constater l'émergence de cette mafia, entre parenthèses, qui s'intéresse et qui joue avec les biens immobiliers des autres. L'affaire, elle est grave au Maroc. L'affaire, elle est grave. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a de nombreux notaires qui sont en prison. Des notaires qui ont pris la fuite, ils sont allés au Canada. Ouais. Ils ont ramassé l'argent de leurs clients. Eh bien oui, nous avons des faux contrats de vente. Ouais. Donc, le problème, c'est un problème juridique, c'est un problème économique. La loi marocaine est en train de s'adapter à cette mafia pour la combattre, mais l'immobilier est un enjeu très important, très sérieux. Alors, ce qui fait, c'est que vous avez des renards qui tournent autour de l'immobilier. Ben, ce sont des mafiosos, ce sont des malfaiteurs. Ils sont là pour voler les biens d'autrui. Ouais. La loi, elle existe. Il y a des gens qui vont aller en prison, il y a des gens qui ont été en prison, il y a des gens qui ont été sanctionnés. Mais le problème de l'immobilier se pose. Il va se poser encore pendant quelques années, mais il appartient à l'acheteur. Ouais. Par exemple, le Marocain de l'étranger. Quand il achète un bien au Maroc, il faut qu'il s'entoure des conseils et prendre toutes les précautions pour ne pas être victime d'une arnaque, d'une société ou d'une personne telle qu'un notaire ou un avocat ou un mandataire, enfin peu importe. Mais il faut qu'il soit prudent. Si Selmouni, la dernière fois, nous vous avons sollicité pour une affaire d'un MRE et vous nous avez parlé d'un médiateur. Quelles sont en général les voies qu'un MRE peut emprunter si jamais ces affaires, que ce soit pénales ou commerciales, tournent mal? Le Marocain à l'étranger, il a un problème au Maroc. Quelles sont les voies qu'il peut emprunter pour régler ces problèmes? Voilà. Bon. Eh bien, s'il a un problème avec l'État, avec l'administration marocaine, pas de problème, nous avons l'institution du médiateur. Et ce médiateur, son pouvoir est réglementé par la loi et il va intervenir auprès de l'administration pour trouver une solution aux citoyens marocains. Ouais. Malheureusement, la plupart de nos compatriotes à l'étranger, quand ils ont un problème, soit de permis, soit d'autorisation, soit on leur a refusé, il ne va pas faire appel au médiateur. Même il y a certains avocats qui ne le conseillent pas. Ils préfèrent aller vers le judiciaire. Et le judiciaire, comme vous le savez, peut durer 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il faut aller en appel, il faut aller en cassation, etc. Donc, le médiateur peut jouer un rôle. Il joue un rôle très important. Il arrive à des solutions, franchement, qui donnent satisfaction à l'administration et aux citoyens. Si maintenant, notre Marocain à l'étranger, il a une affaire commerciale, soit il importe des produits du Maroc vers la France, soit il exporte des produits de la France vers le Maroc. Donc, c'est une affaire commerciale. Il peut choisir l'arbitrage, mettre une clause d'arbitrage dans son contrat.
avec, soit avec la partie marocaine, la société qui est au Maroc. Et dans ce cas, nous avons des institutions d'arbitrage à Casablanca, partout au Maroc, qui peuvent régler son problème, mais en 6 mois, il a la solution. Mais ça pour les affaires commerciales. D'accord? Bon. Pour les affaires, par exemple, pénales, ou même les affaires civiles, ou les autres. Voilà. Oui, enfin, peu importe. Si il constate qu'il y a quelqu'un au tribunal qui l'incite à donner de l'argent, de la corruption, eh bien, nous avons, s'il s'agit d'un magistrat, nous avons le Conseil supérieur de l'autorité judiciaire. C'est prévu par la Constitution, il y a des lois. Il peut saisir le Conseil supérieur de la justice si, effectivement, la personne que notre Marocain soupçonne est un magistrat. Bon. Nous avons le parquet général. Nous avons le parquet général qui coiffe tous les procureurs au Maroc. S'il constate qu'il est allé voir un procureur qui a refusé de prendre, pour une raison ou une autre, sa plainte, il peut s'adresser au président du parquet général à Rabat et par conséquent, ils vont étudier sa réclamation ou sa plainte et ils vont donner la suite qu'elle mérite. Voilà un petit peu 4 institutions, le médiateur, le parquet général, le Conseil supérieur de l'autorité judiciaire et l'arbitrage. On a parlé de la spoliation et des mesures et des précautions que les MRE pourraient prendre pour pouvoir investir au Maroc et investir en toute tranquillité et sans risque. Qu'en est-il de la propriété industrielle, Sisselmouni, Tal Khabir et le juriste? Et si on peut conclure, Sisselmouni, car il ne reste pas assez de temps. Là, pour les affaires importantes. Pour les affaires importantes. Il est au Canada, notre ami marocain. Il est en France. Il est en Belgique. Il a une affaire au Maroc. Il a les moyens, mais il n'a pas le temps. Il a les moyens, mais il n'a pas le temps. Et, comme la plupart des gens, il se méfie des auxiliaires de justice, des huissiers, des avocats, des experts, etc. Bon, et puis, il ne veut pas se mêler à la procédure au Maroc. Ben, il peut choisir un avocat en France ou au Canada qui va payer, et c'est l'avocat au Canada ou en France qui va choisir l'avocat au Maroc et qui va le contrôler et contrôler son affaire. S'il arrive à notre Marocain quoi que ce soit au Maroc, c'est l'avocat français qui est responsable. Il a une assurance professionnelle, il va lui dire, écoutez, je vous ai chargé de me régler un problème au Maroc, ça a foiré, vous êtes responsable. Et dans ce cas, il y a le bâtonnier de l'ordre des avocats, par exemple, de Paris, qui va statuer et qui va donner probablement raison à notre Marocain. Parce que son avocat à Paris n'a pas pris, il a été payé, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour traiter son affaire au Maroc. Donc, je donne, moi, une affaire à un avocat à Paris, c'est l'avocat parisien qui est responsable. Lui, il va sous-traiter au Maroc. Mais comment appelle-t-on cela? C'est de la tutelle, c'est de partenariat, c'est quoi? Ça ne s'appelle pas, ça s'appelle tout simplement... L'investissement, ça relève du monde des affaires, donc on doit protéger ses intérêts, ça c'est sûr. Il y a des gens qui ont les moyens, ils disent, moi, ça fait 40 ans que je vis en Belgique ou au Canada ou aux États-Unis, je ne sais plus comment ça se passe au Maroc,
j'ai exporté, j'ai importé, j'ai fait ceci ou cela, j'ai un problème juridique et judiciaire au Maroc, ben, je choisis un avocat au Canada, lequel va choisir un avocat au Maroc pour traiter l'affaire, tout simplement. Ce que font les multinationales. D'après ce que j'ai compris, on ne doit rien craindre pour investir au Maroc. Je vais ajouter deux choses très importantes à l'attention des Marocains de l'étranger. Nous avons deux lois au Maroc, très importantes. Très importantes. La première loi qui oblige l'administration, en cas de refus, de motiver sa décision, en droit et en fait. C'est fini. Vous allez voir quelqu'un de l'administration, il vous dit non, comme ça. Non. Vous écrivez, vous demandez votre droit à l'administration et vous obligez l'administration à répondre. Si elle refuse verbalement, c'est interdit. Si elle refuse par un « j'ai le regret de vous informer que votre demande a été refusée », ce n'est plus valable. Le refus doit être motivé. C'est-à-dire, la loi oblige l'administration à donner les motifs juridiques et de fait du refus. Et si les motifs qu'elle invoque ne sont pas valables, ne sont pas acceptables, dans ce cas, le citoyen marocain peut recourir au tribunal administratif. Et puis, il y a une deuxième loi qui vient compléter la première. Vous déposez votre demande, je ne sais pas, pour construire, pour un projet. Et l'administration met 6 mois pour répondre. Peut-être elle ne répond jamais. Cette loi, maintenant, impose, et cette loi elle est récente de 2020, impose à l'administration de répondre. Si elle ne répond pas pendant le délai de 60 jours, son silence vaut acceptation. D'accord. C'est très important, ça. Oui, mais le silence de l'administration vaut acceptation. Ça, c'est pour les affaires générales. Maintenant, en matière d'investissement, vous avez 30 jours. En matière d'investissement. Si l'administration ne donne pas l'autorisation pendant 30 jours, son silence vaut acceptation. Et ça, je pense, c'est deux lois que la plupart de gens, même au Maroc d'ailleurs, ignorent, permet aux citoyens de défendre ses droits et oblige l'administration soit à accepter, soit de refuser, mais si elle refuse, ça, elle doit être motivée, elle doit donner les raisons. Il n'y a plus ce absolutisme administratif qui disait demain, après-demain, je te dis non, oui, non. Tout ça, c'est fini. Il faut que le citoyen marocain de l'étranger fasse confiance à l'administration et au Maroc, à l'économie marocaine, mais il faut se battre. On a parlé de la spoliation et des mesures et des précautions que les MRE pourraient prendre pour pouvoir investir au Maroc et investir en toute tranquillité et sans risque. Qu'en est-il de la propriété industrielle, Sisselmouni Tal-Khabir et le juriste? Et si on peut conclure, Sisselmouni, car il ne reste pas assez de temps. Alors, je vais conclure, mais sur un point très important qui est la propriété industrielle. Voilà. La propriété industrielle. Et là, ça intéresse nos compatriotes à l'étranger. Il y a un accord entre le Maroc et la France, entre le Maroc et la Belgique, entre le Maroc et le monde entier, qui s'appelle l'accord de protection réciproque de l'investissement. Avec la France,
il a été déjà signé en 1996, renouvelé. Cet accord protège l'investissement français au Maroc et l'investissement marocain en France. En France. Voilà. Et il donne une définition de l'investissement. C'est quoi l'investissement? Allô? Oui, تسمعك. Allô? Oui. تسمعك. Et il donne une définition de l'investissement. Ah, Et parmi les éléments ou les domaines d'investissement, il y a la propriété industrielle, ouais. c'est-à-dire les brevets d'invention, les marques, les modèles industriels, les obtentions végétales, etc. La propriété industrielle, elle s'adresse à tout le monde. Nous avons des commerçants marocains à l'étranger. Ils peuvent investir dans le commerce au Maroc. Et pour investir dans le commerce au Maroc, ils ont besoin de protéger leur marque. Ça, moi, j'ai vu des cas, des Marocains qui sont venus, ils ont investi de l'argent et finalement, ils n'ont pas protégé leur marque. Mais c'était une catastrophe. Alors, pour protéger une marque, c'est très simple. Nous avons l'Office marocain de la propriété industrielle. Et l'Office marocain de la propriété industrielle, je peux dire, c'est l'un des meilleurs offices et les plus importants offices dans le monde arabe et en Afrique. On occupe pratiquement la première place. Nous avons des cadres très compétents au niveau de cet office. Donc, le Marocain, à partir du Canada, des États-Unis, de France, peut saisir par mail et poser les questions. Il aura toujours des réponses. Parce qu'il y a des gens qui sont destinés pour répondre aux usagers de l'Office marocain de la propriété industrielle. Nous avons aussi à l'intérieur, enfin au sein de la communauté marocaine, des gens qui s'intéressent à la franchise. ouais. La franchise commerciale, de services et d'industrie. Un Marocain qui veut investir au Maroc, il peut prendre une franchise. Vous connaissez les franchises qui existent au Maroc, maintenant ça se développe. Dans ce cas, avec cette franchise, il n'a qu'à mettre de l'argent, mais il est encadré. Il a déjà la clientèle, il a l'assistance, il a tout. Il suffit tout simplement de gérer d'une façon intelligente selon le cahier des charges. Et voilà, c'est un créneau d'investissement. Ça peut être dans la chaussure, ça peut être dans l'alimentaire, ça peut être dans l'automobile. Enfin, il y a des domaines variés et nombreux où nos compatriotes peuvent investir. Alors, je termine au niveau de l'investissement. Investir au Maroc, c'est participer à la croissance marocaine. Et pour développer la croissance marocaine, nous avons deux moyens. Soit augmenter les salaires pour provoquer le pouvoir d'achat, Ouais. soit l'investissement qui va créer des emplois. Et les emplois, bien entendu, il y a des salaires. Et quand il y a des salaires, il y a un pouvoir d'achat, il y a une consommation. Donc, nos Marocains à l'étranger, s'ils veulent aider l'économie marocaine, c'est par l'investissement. Voilà. Mais il faut qu'on change, il faut qu'ils changent leur vision sur le Maroc. Ouais. Effectivement, Slimoni, le Maroc reste un pays qui offre de multiples opportunités. En plus d'être accueillant et ensoleillé, les points que vous avez abordés laissent entrevoir de nombreuses opportunités d'investissement qu'il est possible d'effectuer dans ce pays dont le développement ne fait que croître et accélérer. Mais il faut être bien entouré et accompagné par des personnes comme c'est Mohamed Slimoni Zerhouni. Mais alhamdoulilah, avec vous, c'est Slimoni, on commence à avoir un cercle de défendeurs des droits des MRE qui commence à avoir le jour.
C'est Slimoni, le temps nous bouscule un peu. Un dernier mot, s'il vous plaît. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire ce live et de discuter des problèmes de nos compatriotes marocains à l'étranger. Et je sais très bien que vous êtes entendus et vus dans de nombreux pays par des milliers de téléspectateurs qui soient marocains ou algériens ou tunisiens. Vous avez un rayonnement au niveau maghrébin qui est très important. J'étais en Algérie, j'étais en Tunisie et les gens m'ont parlé de ma gloire. Et ça, c'est très important. Merci et beaucoup. je tiens à vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait et que vous allez encore faire et pour l'intérêt que vous portez à la communauté marocaine de l'étranger. De notre côté, on vous remercie aussi pour tout le travail que vous fournissez et pour cette belle image que vous véhiculez pour la patrie, le Maroc. Nous avons vu votre engagement auprès de la communauté marocaine et on vous encourage et on vous remercie une autre fois. إلى هنا أستودعكم وأقول لكم السلام عليكم وإلى لقاء آخر. محمد البزيوي من فرنسا.